Bonjour à tous les amis. Vous avez vu aujourd'hui on est en duo, on est en excellente compagnie avec le poteau The Adaptator. Salut. Comment vas-tu l'ami? Oh bah ça va super, écoute, ravi de parler avec toi de bon matin. Ouais, alors là on est de bon matin effectivement là au moment où on tourne la vidéo. Et on tourne la vidéo sur un sujet Ouais. qui nous plaît, sur lequel on débat assez souvent. Alors ensemble, tous les deux, mais aussi avec notre entourage, mon entourage, mes amis et parfois des abonnés. Le sujet c'est comment débuter une collection de Ouais. jeux vidéo en 2021. Compliqué. Alors je dis comment débuter, peut-être débuter, oui, avec des guillemets, comment collectionner en 2021 en partant de zéro ou pas. C'est un peu ce qu'on va essayer de mettre en avant, de débattre aujourd'hui avec le poteau. Et puis voilà, on a essayé d'élaborer ensemble au préalable des stratégies qu'on juge à notre modeste niveau intéressantes. On va essayer d'être objectif au moment qu'il faut l'être. Si parfois on a un avis vraiment personnel, on le mettra en avant aussi. Ça peut intéresser certains. Et puis, on a élaboré 4 parties, hein. Si tu le veux Ouais. bien, on va essayer de mettre en avant d'abord la problématique avant de parler de ces quatre parties. On s'est dit, stratégiquement parlant, on n'a pas tous le budget infini. Et puis, collectionner avec 20 euros par mois, ça paraît délicat. Du coup, on part du principe d'une personne qui a un budget à peu près de 200 euros mensuel, ce qui est déjà un budget important. Par rapport à l'âge, alors il y a des jeunes de 20 ans qui collectionnent le rétro gaming avec passion. Il y a des personnes de 40 ans qui le collectionnent également par nostalgie, etc. Chacun jugera vraiment l'efficacité de l'un ou de l'autre. Le budget de 200 euros, il peut correspondre aux deux, puisque un jeune a peut-être des bourses, a peut-être un petit travail, etc. Celui qui a 40 ans, il a peut-être plus de moyens, mais il a peut-être aussi une vie de famille, hein. Donc je pense que 200 euros, hein, je sais pas ce que tu en penses, c'est honnête. Ouais, alors ça peut être une moyenne. Moi je sais que moi-même personnellement je mets pas 200 euros par mois. J'avoisine les 100, 150. Mais voilà, 200 euros ça reste une certaine somme. Aujourd'hui je reste un peu plus mesuré, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais étudiant, j'étais livreur de pizza. Et voilà, j'avais pas de loyer ou de nourriture à payer parce que je vivais encore chez mes parents. Donc j'ai pu acheter quelques pièces de collection à ce moment-là. Et c'était il y a 10 ans, donc c'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Non, c'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Mais tu as raison de dire approximativement, évidemment, quand on dit 200 euros, c'est pas une obligation de dépenser Hmm. 200 euros pour chaque mois. Ouais. Ça peut être parfois 50 euros, 100 euros, et puis un autre mois où on va se faire un peu plus plaisir, autour de 300 euros. On va se dire, on essaie d'être autour de cette moyenne. Moi, c'est la moyenne que je me fixe, que je dépasse parfois, mais du coup, je compense. Je compense parce que moi, je ne débute pas une collection. Ouais. Donc, je compense en revendant quelques pièces, etc. Ça, c'est encore un autre sujet, un autre débat. Là, on va partir initialement, si tu le veux bien, d'une personne qui débute Ok. et de se dire comment il peut débuter, amorcer une collection. Donc ça, c'était la problématique. Les 4 parties, on va les signaler au fur et à mesure. On va rentrer déjà dans la première partie du débat, qui est une personne qui débute une collection et qui veut collectionner de l'objet original, Ouais. ça c'est important, et complet. Ça, c'est forcément plus difficile. Aujourd'hui, en 2021, on parle. Oui, oui. On n'est évidemment pas en 2000. Alors, quelles sont les stratégies qu'on peut adopter? Une stratégie que j'ai adoptée, alors pas par le passé, puisque dans le passé, j'ai acheté des jeux quand ils sortaient, hein, donc en magasin, donc on était obligé de payer le prix. Et puis j'en regardais quand même, j'en ai gardé pas mal, hein, j'en ai revendu certains. Mais on va dire plus dans les années 2000, 2010. Ce que je faisais, alors là on peut me cracher au visage, c'est possible, c'est possible. Et attendez que je finisse. J'essayais de m'efforcer d'acheter des lots. Je chinais, je faisais ma recherche. J'appréciais faire cette recherche de chiner sur les sites, etc. Les sites de vente, pour essayer d'acheter des lots. Plus le lot était gros, plus c'était intéressant pour moi. Alors évidemment, acheter en gros, ça a des défauts, parce qu'on va acheter des jeux qui ne nous intéressent pas. Ouais. Bah Hein, oui, forcément. ça c'est clair. Alors on ne l'a pas précisé, mais effectivement, quelqu'un qui débute, ça, je pense, hein, là c'est mon point de vue personnel, je ne sais pas si tu partages le mien, ça sert à rien qu'il collectionne sur tous les supports. Non, il faut se fixer les objectifs, sinon après, d'une, tu peux partir dans tous les sens et te perdre un peu dans ta collection peut-être, et de deux, il y a quand même des supports qui sont plus accessibles que d'autres.
Après, si la personne a envie de commencer son Neo Geo, bah je lui dis bonne chance. Ouais, voilà, c'est ça. Bonne chance, hein. Et je pense que c'est pas une bonne stratégie de commencer par Neo Geo, mais on Ouais. peut y venir. On Oui. expliquera comment on peut mettre, par exemple, une stratégie en place pour y venir petit à petit. Mais oui, tu as raison. 2-3 supports, je pense que c'est Ouais. peut-être bien pour débuter. Je vais pas dire des supports réalistes, hein. On peut s'imaginer et collectionner aussi de la Super Nintendo en boîte, hein. Mm. Mais il faut être efficace et il faut mettre en avant une stratégie pour pas se ruiner. Alors une stratégie que je propose, ça va nécessiter du temps, de l'investigation, de la recherche, d'être sur le qui-vive sur les sites parce que les bonnes affaires en lot, ça part vite. Donc faut se renseigner, faut se renseigner. Et puis du coup j'ai acheté en lot. Et ce que je faisais des lots, hein, c'est pour ça que je dis on va peut-être me cracher au visage. Ce que je faisais, c'est que je faisais souvent du troc avec, parce qu'il y avait plein de jeux qui m'intéressaient pas dans le lot. Il y en avait quelques-uns qui m'intéressaient vraiment, bah, que je gardais pour ma collection. Et le reste, je troquais dans. Alors quand je dis troc, c'est différents sens du mot troc. Parfois, j'allais dans les magasins indépendants, parce que j'aime bien faire vivre les magasins indépendants. Je savais qu'ils allaient me racheter moins cher les jeux à l'unité, hein, mais que comme j'ai acheté en gros, bah, je serais quand même gagnant. Donc lui, le magasin est gagnant parce que du coup, il a du stock qu'il peut revendre. Ça le fait vivre. Moi, je suis gagnant parce que du coup, il me reprend ça peut-être grâce à un troc avec des objets qu'il a dans son magasin. Je suis aussi gagnant parce que ça me revient un peu mieux que si j'achetais les jeux bah, indépendamment l'un de l'autre. Et du coup, j'ai fait des belles affaires grâce à ça. Attention, je le signale. Mon but, là, c'est pas de dire on achète des gros lots qu'on revend super cher et qu'on se fait du pognon avec. C'est pas ça mon objectif, hein. Je le Non, non, précise. mais en plus tu dis que les gens peuvent te cracher au visage, mais je pense pas. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose de positif dans cette opération, c'est que en achetant en lot et en leur dispatchant, donc par le troc, par l'échange, par la revente en magasin ou en particulier, tu crées un turnover. C'est-à-dire que si la personne qui a vendu le lot ne voulait pas dissocier le lot, mais que dans son lot il y a plusieurs jeux qui intéressaient des personnes différentes, toi tu l'as acheté et tu l'as redispatché à des gens qui cherchaient juste ce jeu. Donc je pense que quelque part tout le monde s'y retrouve. Et puis en vrai, si c'est pas toi qui as acheté ce lot, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, le marché il est comme ça, il y a une réalité. Donc moi je pense que ça génère du turnover, et tant qu'il n'y a pas une spéculation abusée, mais ça c'est chacun qui voit comment il fait, c'est bénéfique. C'est comme ça que ça tourne Exactement. aussi, hein. C'est comme ça que Ouais, ça tourne. cette Comme ça ventilation. le lot il sort de la possession d'une personne, il peut être dispatché en plusieurs groupes, et peut-être qu'après les jeux eux-mêmes vont rebondir. Enfin c'est positif, moi je pense. Non, c'est très positif parce que ça m'arrive très souvent. Je vois un lot de jeunesse, une vingtaine de jeux. Je suis intéressé par 2 jeux. Je lui dis, bah, écoutez, les 2 jeux m'intéressent. Ils me disent, non, 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 moi je Ouais, veux vendre le lot, je veux me débarrasser. ouais, ouais. Et dans ces cas-là, effectivement, il y a peut-être d'autres qui sont intéressés par d'autres jeux. Et puis, bah, du coup, j'achète le lot et je m'arrange avec des potes, avec voilà, des personnes sur le net aussi, hein, des passionnés, pour soit faire du troc, soit de la revente. Et en règle générale, franchement, ceux qui achètent des gros lots, ils sont raisonnables. Ils veulent pas obtenir à chaque fois le maximum sur chaque jeu. Donc, normalement, on y trouve tous notre Non, compte. ouais, alors moi personnellement, j'ai jamais acheté de gros lots, tu vois, des cartons à 1000 balles, tout ça, j'en ai jamais acheté. Peut-être à l'époque, je faisais ma collection GameCube, j'ai acheté des lots de jeux GameCube, mais on parle de 4 ou 5 jeux. J'en ai peut-être sorti un maximum, quoi, tu vois, donc j'ai gardé les 4 jeux. Mais par contre, j'ai déjà discuté souvent avec des gens qui vendaient des lots, même des amis dans mon entourage, et je vois qu'ils essayaient pas d'atteindre la max sur la cote du jeu. Ils essaient juste de rentabiliser leur lot, mais en Ouais, vendant avec un prix quand même attractif, parce qu'ils veulent que ça reparte. Donc si tu mets le jeu hyper cher, le jeu il part pas, hein, de toute façon. c'est ça. Donc voilà. Il faut être un peu en dessous du prix du marché. Un exemple tout Ouais. bête. Un jeu qui va se vendre en vente réussie sur eBay à 50 euros, et bah, la personne qui a acheté le lot, il va le mettre à 40 euros, il va le vendre son jeu. Mm. Et c'est pas un prix déraisonnable pour lui comme pour l'acheteur. Et c'est comme ça que je fonctionnais en règle générale. Ouais, Je me ouais. fixais à 15-20% du prix actuel. Je vendais les jeux à l'unité, ils étaient contents. Moi, j'étais content parce que fallait que je retombe sur mes pattes, hein, tout de même. Alors, ce que tu as dit, c'est intéressant. Un lot, plus le lot va être gros, plus ça va être intéressant. Vous allez dire, mais avec un budget de 200 euros par mois, ça paraît compliqué. Oui, Ouais, ouais, là il mais faut ce qui peut sortir être un minimum. faisable, c'est d'économiser pendant 2-3 mois, c'est-à-dire d'acheter le minimum pendant 2-3-4 mois, d'avoir du coup économisé un peu plus, d'avoir 600-700 euros pour pouvoir acheter un gros lot. Et je pense que quand on débute, je pense vraiment, hein, là ce que je dis c'est subjectif mais presque objectif, il faut déjà avoir de la trésorerie pour pouvoir s'acheter des pièces de collection. Donc il faut déjà acheter un lot pour pouvoir avoir quelque chose à troquer pour un objet qui nous intéresse. Si dès le début, avec les 200 euros par mois, on achète
pièce par pièce, les objets et uniquement ça, ce qui nous intéresse, ça va être trop lent. On n'a pas envie d'attendre 5, 6, 7, 10 ans parfois. Ah Faut ouais. pas non plus se précipiter, mais on n'a pas envie. Donc je pense que c'est une bonne stratégie pour débuter. Et une fois qu'on a une trésorerie assez intéressante, on peut commencer à acheter, mélanger, acheter des petits lots et acheter des jeux de qualité qu'on juge intéressants pour nous. Je pense que ça c'est une stratégie intéressante. Alors toi, tu m'as parlé d'une autre stratégie aussi qui est très pertinente. Alors, on prend l'exemple de la Super Nintendo par exemple, Ouais. puisque c'est un support qui intéresse beaucoup de monde pour la collection de jeux vidéo, mais aussi pour jouer, parce qu'il y a des très bons jeux sur cette plateforme. Ouais, des tas de jeux cultes, ouais. Des jeux très cultes qui ont très bien vieilli surtout. Et je sais que mes enfants, mes neveux, etc., lorsque là, je leur fais jouer à des jeux Super Nintendo, ils sont contents. Ça leur plaît, donc ça a vraiment bien vieilli. Donc je peux comprendre pourquoi c'est peut-être le support le plus privilégié. Et du coup, il y a un moyen peut-être de se faire plaisir en payant un peu moins par rapport à la zone du jeu, la FAH, Noé, etc. Ouais, Donc ah toi, ouais, tu as un bah, exemple? bah voilà, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube dans mes vidéos collector, donc mes vidéos d'achat, hein, parce que je raconte un peu ce que j'achète. Et une fois, alors c'était il y a déjà 2-3 mois, j'étais très très content de trouver ce Castlevania 4. Alors ma caméra, elle est là. Donc là, il est sous une Crystal Box, donc il fait très joli. Mais en fait, on peut voir qu'il y a quand même, il n'est pas totalement neuf, hein, il n'est pas mint. Mais la grosse particularité, eh bien, c'est qu'il est en allemand, en fait. Et du coup, j'ai pu toucher ce Castlevania complet en état pas mint et en allemand à 80€, ce qui est quand même largement en dessous de sa cote en complet français. Et Oui. du coup, moi, à ce moment-là, je me suis posé la question. C'est toujours la question alors, on peut être collectionneur à fond et vouloir le jeu en français et tout. Alors là, ça demande beaucoup plus de recherche, d'investissement et sûrement d'argent. Mais là, je me suis dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est le jeu, avant tout, parce que c'est pour y jouer, bien sûr, et avoir l'objet en sa globalité. Alors après, la question en allemand, bah, c'est une petite fantaisie, si on peut dire. Voilà, j'ai joué à Castlevania dans la langue de Goethe. Donc, bon, mais c'est pas très grave, parce que les textes en français, ils sont peu nombreux et ils restent en anglais. Et le manuel, bon, bah voilà, si je veux lire le manuel, je trouverai un PDF sur Internet. Mais j'ai quand Clairement, même pour ce type de jeu, tu as raison, pour ce type de jeu, c'est pas du Oui, tout gênant. c'est pas Final Fantasy, quoi, je veux dire. Donc voilà, et quand j'ai vu le prix, alors toi tu connais peut-être plus le prix de la version française ou FH, là j'étais en dessous de la barre des 100€, parce qu'il faut savoir, moi en tant que collectionneur aussi, j'ai un On va dire seuil. moitié prix aujourd'hui. Ouais. Ouais, je suis à peu près moitié prix, donc j'étais vachement content. Et j'ai un seuil, c'est que j'arrive pas à mettre 100€ sur un seul jeu. C'est compliqué, donc du coup ça me limite. Il y a plein de jeux que j'aurais jamais, mais ça me limite parce que c'est au niveau de ma raisonnabilité, voilà, c'est mon seuil max, quoi. Après, j'ai un Alors, peu de mal. je partage, je comprends ton point de vue. Alors, partager, c'est peut-être pas le bon mot, parce que moi, ça m'arrive d'être un peu Hmm, irraisonnable, mais je le comprends parfaitement. Maintenant, je te pose la question suivante. Si, imaginons que demain, tu achètes un gros lot de jeux. ouais. Dedans, tu as des jeux 3DS, tu as des jeux DS, tu as des jeux Wii U, tu as plein de jeux. Tu as payé, je sais pas, le lot 400€. Et puis tu te dis, bah non, mais dans le lot, moi, il y a très peu de choses qui m'intéressent. Je l'ai acheté pour ces deux jeux-là. Tu revends le lot, pièce par pièce, hein, sans vouloir te rendre riche. Oui, comme on Tu a dit fais tout à l'heure, plaisir aux quoi. gens. Hmm. Mais comme tu avais pas mal de pièces dans le lot, bah, tu te retrouves avec une cagnotte plus intéressante. Oui. Est-ce que tu serais prêt à mettre du coup plus pour acheter un jeu qui te plaît? Là, Vu oui, que en effet. l'argent, Ouais, là oui en effet parce que c'est pas un argent qui sort directement de mon compte en banque si on va dire, voilà, c'est ça. mais c'est de l'argent qui est généré à partir de la revente d'autres jeux et qui présente une trésorerie comme tu dis qui est dédiée au rétro gaming et du coup là on pourrait se dire bah tiens l'argent que j'ai gagné en vendant ça bah je vais plus acheter ça. Mais ça indirectement je l'ai déjà fait parce qu'en fait j'ai fait avec toute cette collection qu'on peut voir derrière j'ai fait 2-3 déménagements et quand tu fais les cartons tu te rends compte, tu fais un peu l'inventaire de ta collection. Et j'avais fait Ouais. pas mal de brocantes à cette époque-là, j'espère que ça va revenir vide-grenier, j'espère que ça va revenir aujourd'hui. Et il y a souvent des jeux, je me suis dit ça, c'est des jeux que j'avais pris, alors pas des gros jeux, hein, mais des jeux que j'avais pris, bah voilà, parce que c'était un jour où je voulais pas rentrer les mains vides, ou alors une fois je sais que j'ai acheté, j'avais des jeux, j'avais pas mal de jeux 64, et finalement c'est pas une console qui m'a retenu, contrairement à toi Khaled, je sais que t'as une belle collection 64, donc j'en ai revendu. Et en effet, quand j'ai revendu, j'ai jamais voulu vendre à la cote, toujours un peu en dessous. Avec parfois, selon les jeux, de marge de négo, ça dépend si les mecs ils prenaient en lot ou pas, parce que voilà, on m'a acheté des jeux en lot.
Et avec cette trésorerie-là, en effet, j'ai vendu des dizaines de jeux, j'en ai plutôt racheté un ou deux, mais qui valaient plus cher. Ouais. Et alors, ce que tu dis, ouais, c'est vrai, c'est très intéressant. Moi, ce que je faisais à ce moment-là, hein, parce que là, je donne l'impression d'acheter beaucoup actuellement, mais c'est pas vraiment le cas. J'achète de manière raisonnable des pièces à droite à gauche, mais quand je vous dis en 2010, 2012, 2015, j'achetais vraiment beaucoup des lots, des très C'est plus gros lots. facile. C'est plus facile. C'était beaucoup plus facile. Et ce que je faisais pour pas que ça impacte mon compte bancaire, c'est que, en gros, je prenais une somme de 200 euros de mon compte. Ça, c'était la somme initiale pour débuter. Et ensuite, je fonctionnais par rapport à mon PayPal. Tout était sur mon PayPal. Donc, Ouais. quand je revendais, c'était des sous PayPal. Donc, ça venait plus de mon compte. Mon compte n'était plus concerné. Mmh. Et c'est dur à dire, hein, mais je voyais plus de l'argent comme de l'argent. Donc, comme je revendais, bah, pour moi, c'était de l'échange. Parce que, certes, il y avait cet élément intermédiaire qui était la monnaie. J'avais un jeu que je revendais, j'avais des sous et j'achetais un autre jeu derrière. Mais je le voyais vraiment comme un intermédiaire pour un échange puisque ça sortait pas de mon compte. C'était uniquement sur le PayPal initial. Et puis si mon PayPal était à zéro, bah là je m'arrêtais. C'est qu'il y avait un problème. Ouais. Alors j'évitais que ce soit à zéro. Je gardais toujours de la trésorerie pour rechercher de nouveaux délos et continuer dans cette ventilation-là. Non, mais c'est vertueux rappelle, comme cycle. Hein. C'est vertueux. Quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment pas pour. Je gagnais pas d'argent hein, sur ça. C'était, il y avait, genre ramener du jeu à la maison simplement. Oui, c'était toujours réinvesti dans d'autres jeux, quoi. C'est ça. Mm. Et alors ça, c'est une stratégie. Là, pour revenir sur la version Noé de Castlevania, moi je la trouve intéressante cette stratégie-là parce que il y a des jeux qu'on peut pas se payer en FH. Non. C'est pas possible. Non, ouais. Et je dirais même qu'à une échelle plus large, ça me gêne pas d'acheter du jeu Jap s'il est 10 fois moins cher. Ouais. Si c'est un jeu d'action, si c'est. Voilà. Donc, Bah ouais, tant que le package me plaît. Là, en plus, c'est drôle ce que tu dis, parce que c'est un truc. Parce que là, je commence un petit peu à m'intéresser à la Super Nintendo, parce que voilà, je crois que j'ai 3 jeux Super Nintendo, et je me rends compte, du coup, des prix qui montent, hein, et qui sont actuellement capés. Et du coup, je réfléchis à des alternatives, et par exemple, là, j'ai trouvé. Je voulais avoir la trilogie Donkey Kong. En boîte, en Europe, hein, je parle pas de la langue précise, c'est pas donné. En japonais, c'est très accessible. Et pareil, Donkey Kong, t'as pas forcément besoin de comprendre les textes. Et même Star Wing, j'aimerais bien voir. Et en plus, petit bonus, je trouve les packaging japonais assez classe. Magnifique. Ouais. Magnifique, c'est pour ça que je dis Noé, Jap, US, peu importe, tant que la personne est attirée Bien et sûr. charmée par le package et que la personne puisse jouer au jeu sans contrainte. Parce que ça, je sais pas si on l'a déjà dit, mais la collection, c'est quelque chose d'éminemment personnel. En fait, on va pas juger les collections des uns des autres. On le fait d'abord pour soi. Et si dans la collection, t'as 3-4 jeux Super NES européens et qu'après, t'as les 3 Donkey Kong en japonais, moi, ça me gêne pas, quoi. Parce que ce qui compte, c'est les jeux, l'affect que la personne a avec ces jeux, en fait. Au contraire, j'aurais tendance même à dire que j'ai visité beaucoup de collections d'amis. Ouais. Hein. Comme je collectionne depuis très longtemps, je me suis fait quand même pas mal d'amis, entre guillemets, d'échanges avec lesquels j'échange dans tous les sens du terme. Et je trouve, parfois il y a des amis qui ont des collections de fous furieux en termes de jeux, de prix de jeux, des jeux ultra rares, etc. Et je suis pas forcément plus charmé que ça. Ouais. Voilà, c'est une chose. Et parfois je suis vraiment charmé par des collections dans lesquelles il y a du vécu. Il y a de l'investissement, on voit un peu de loose, on voit un peu de tout, etc. Puis il y a plein d'histoires, plein d'anecdotes autour de ça. Je passe un super moment à visualiser, à contempler, à échanger pour voir l'histoire de cette collection. Donc comme tu l'as dit, chacun jugera. Là aujourd'hui on est là simplement pour mettre en avant toutes les stratégies qu'on juge intéressantes. Ouais. On va pas dire que l'une est meilleure que l'autre, puisque chacun trouvera son chemin. Hein, vous allez voir quatre façons de collectionner. Chacun jugera, peut-être certains mélangent les possibilités. Oui, je pense que c'est complémentaire. Ouais, tout est complémentaire. Donc, on est là pour mettre en avant les choses, et puis ensuite, ça sera intéressant d'en débattre en commentaire avec chacun. Donc, cette histoire de Noé, FAH, Jap, etc., faut vraiment pas l'écarter. Vraiment, en plus, des fois, il y a des exclus. Donc, on n'a pas le choix parfois aussi. Je pense que si on veut le jeu original, complet, il n'y a pas le choix, il faut se lancer dans ces différentes stratégies. Une dernière stratégie que je n'ai pas parlé, mais que ça va dans l'achat de lot pour moi,
c'est les vide-greniers, hein, se lever très tôt le matin. Oui. Donc guetter les vide-greniers du coin. Alors du coin, la zone elle peut être très large, hein. Parfois, certains sont prêts à faire 50, 100 km parfois pour faire différents vide-greniers. Et ils se mettent un itinéraire en se disant je vais commencer par celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci. Parfois, ils le font à plusieurs et se dispatchent. C'est quand même un... Après, ce que je vais dire, c'est très personnel. C'est devenu un univers qui ne me plaît plus trop. C'est de la bagarre presque. C'est-à-dire, on se lève aux aurores, on est sur le qui-vive là-bas, et puis il y a certaines personnes qui viennent pour se faire de l'oseille. Donc, ils cherchent les lots pour les revendre et puis pour se faire du pognon. Donc, vraiment, il y a tout un schéma qui se met en place qui me déplaît. Pourtant, j'étais le premier à faire des vide-greniers à l'époque, hein. Mes frères peuvent en témoigner. J'avais pas beaucoup de sous, j'étais étudiant. Et puis, je voulais trouver des jeux vraiment pas chers. C'était réputé dans le coin. Si on veut acheter pas cher, on attend les foires à tout. Nous, on appelait ça les foires à tout. Et puis, du coup, j'en ai fait beaucoup, hein. Les jeux Mega Drive, j'ai des souvenirs. Voilà, j'avais des gros lots Mega Drive, j'étais content, j'essayais de les tester, etc. Et j'y allais pas forcément à 6 heures du matin, hein. Des fois, j'y allais à 14 heures, 15 heures. Il y avait le plaisir de se promener calmement, de contempler. Je l'ai plus aujourd'hui. Si je fais un vide-grenier aujourd'hui, je serais en mode PLS. Je pense que ceux qui font des vide-greniers aujourd'hui me comprennent là derrière leur caméra. Donc j'en fais. Là, de toute façon, actuellement, il n'y en a pas, mais voilà. Après, je ne critique pas. Je salue même le courage de ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller faire ces vide-greniers. Je parle des passionnés, là, qui le font par passion pour avoir parfois des petits lots pour faire de l'échange ou au contraire de choper un jeu, mais ils sont super contents de ce jeu-là. Parce que moi, personnellement, j'ai peut-être commencé un peu tard à faire à fond les vide-greniers, surtout depuis que je suis avec ma femme aussi. C'était en 2017, donc c'était commencé déjà à être un petit peu tard pour avoir vraiment des bonnes affaires en rétro, je pense. Et, avec la concurrence. Ouais, voilà. Et aussi, je te l'ai dit, quand on a préparé cette vidéo de ce matin, donc là, il est à peine, là, il est 10h, mais on a commencé à 9h. Et je suis pas du matin. Donc, moi, me lever à 7h pour aller aux ouvertures des vide-greniers aussi, moi, je suis quelqu'un d'assez, je dis pas que je suis pas réservé, mais j'ose pas aller vers les gens qui déchargent leur voiture et tout. Donc, cette pratique-là, je l'ai jamais eue, je l'ai jamais faite. Alors, je sais que je suis sûrement passé à côté de pas mal d'affaires, mais je préfère aller au vide-grenier tranquille à 9h, 10h. Il y a des trucs qui sont partis. Mais j'ai toujours quand même trouvé un peu mon bonheur en chinant pas mal. T'as toujours des exposants qui arrivent après aussi. Donc après, avec les scies, je pense que c'est compliqué. C'est-à-dire, il faut pas, là où je partage 100% ton point de vue, il faut pas que ça devienne quelque chose comme étant une contrainte, quelque chose qui me crée un mal-être. Plaisir. Il faut que ça reste un plaisir. Et moi, me lever, alors tu disais 7 heures, c'est pas la bonne chose, hein. Je te garantis qu'il y en a qui se lèvent à 5 heures. Ouais. Ils vont pour être présents au moment où les personnes commencent à arriver en voiture. Et il y en a qui vont jusqu'à aller dans le coffre de la personne au moment où il y a des charges pour dire est-ce que vous avez du jeu vidéo, est-ce que vous avez du jeu vidéo, est-ce que vous avez du jeu vidéo. C'est très fréquent. Je ne les critique pas, ces personnes-là. Non. Parce qu'il y a des personnes qui font ça par passion. Ouais, et ça, on peut, comme tu l'as dit, on peut saluer leur dévouement. Parce que moi-même qui me dis pas être du matin, je sais que moi, le dimanche matin, mais me lever à 5 heures pour aller chercher, c'est ça. Je comprends que c'est hyper utile et que c'est passionnant quand t'as ton rythme, hein, que tu fais ça, mais c'est aussi une forme de dévouement, et puis tu dédies ton dimanche à ça, parce qu'après la matinée t'en fais plusieurs, donc c'est pas critiquable, mais il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit. Voilà. Alors si la personne est prête à se mettre dans cet état d'esprit, les conseils sont les suivants. Faut pas oublier qu'on est dans un monde de passion, donc ils vont se lever tôt. Ils vont être confrontés à des familles qui n'ont pas connaissance des codes de jeu, etc. Ouais. Et je pense qu'il faut être honnête avec eux. Si vous êtes honnête avec la famille, c'est une bonne chose. Elle serait peut-être même prête à faire un geste pour le prix. Il faut dire que votre jeu, moi ça m'est déjà arrivé de tomber à l'époque sur des jeux quand ils avaient une certaine valeur. Et je leur disais, voilà, là je suis intéressé par tout. Par contre, il y a un ou deux jeux qui a une certaine valeur, là je vous le dis. Est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le prix? Après, si la personne m'affiche tout de suite un prix, là, je vais pas mentir, je vais prendre le jeu. Par exemple, j'arrive, combien coûte le Zelda? Elle me dit 2 €, je vais le prendre. Je vais pas. Mais après, peut-être là aujourd'hui, bien sûr, personne va dire ah non, moi si je trouve un Zelda à 2 €, je lui dis que ça vaut 80 €. Personne va le dire. Et après. Pour peut-être pas 2 €, les gens savent Zelda ça vaut, mais si tu trouves un Zelda à 15 € sur une brocante, c'est-à-dire que cette personne à la base n'a pas forcément d'attache particulière avec ce jeu et veut en tirer 15 balles.
Et toi, de ton côté, 15 balles, c'est un très bon prix. Donc tout le monde y gagne sur ce plan-là. Il n'y a pas Voilà, c'est ça. d'arnaque en soi, tu vois. C'est C'est ça. pas comme si t'arrivais et que tu disais, ah non, le Zelda là, il vaut plutôt 5 euros et que tu tires C'est le ça, prix voilà. un peu bas. Parce que des fois, ça m'est arrivé, la personne me dit, bah, je sais pas, combien vous me proposez? Oui, Et c'est là, à ce moment-là, que, en règle générale, j'étais honnête pour que je sois gagnant. Donc, évidemment, je vais pas lui dire, le Zelda coûte 80 euros, donc je vous le prends à 80 euros. Il n'y a pas d'intérêt de me lever à 4 heures du matin, par exemple, tu vois. Donc, si la personne est prête à se lever à 4 heures du matin, il faut qu'elle soit gagnante dans l'histoire. Donc, bien sûr. elle fait péter son dimanche, elle s'explose, elle va se fatiguer toute la journée, parce que souvent, ils sont là très tôt, mais ils restent pour voir s'il n'y a pas d'autres exposants qui arrivent, s'ils n'ont pas loupé des choses, ils vont dans d'autres vides-greniers, ils rentrent, ils sont fatigués. Donc il faut quand même que le travail paye, mais que ça reste dans le milieu de la collection. Donc dans ces cas-là, pourquoi pas, hein. Moi je te dis, je suis pas du tout opposé à ceux qui font des vides-greniers, au contraire, Ah non, bah non. voilà, je salue leur travail, et ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter des jeux à des personnes qui font des vides-greniers. Bien C'est-à-dire sûr que, aussi. un exemple tout bête, je prends un exemple, là, ça m'est pas arrivé, mais je prends un exemple, Mario Kart Double Dash. Fut un temps où et même pas que Mario Kart Double Dash, plein de jeux PS2 hein, que je peux mettre en avant, mais GameCube PS2, cette génération-là, GameCube PS2 Xbox, on trouvait à l'appel les jeux en vide-grenier. La personne qui va acheter un Mario Kart 5 euros en vide-grenier, qui a une valeur de 20 euros, imaginons, et ben il va le vendre peut-être 15 euros. Ben moi je serais content de lui acheter 15 balles, parce que je me suis pas levé le matin, j'ai envie d'avoir Mario Kart. Oui, Je bien sûr. regarde sur le net, le minimum c'est 20 balles, ben, je suis content de l'acheter 15 balles, donc je suis content. Lui il est content, il a fait plaisir à un passionné, il s'est levé tôt le matin, il a fait x5 x3 sur le prix. Bah, tant mieux pour lui, j'aurais tendance à dire tant mieux, tu vois, moi je suis pour ça. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il a acheté à quelqu'un qui le vendait 5 euros parce qu'il voulait en tirer 5 euros, donc là il est gagnant-gagnant, et après il le revend plus à quelqu'un qui voulait l'acheter 15 euros, gagnant-gagnant. Il y a un cercle vertueux quand les proportions des prix sont raisonnables. Raisonnable. Voilà. Par contre, une personne qui va faire, qui est pas du tout collectionneur, qui connaît même pas le jeu vidéo, ça arrive, hein, mais qui vont tout acheter à tout va, et en pétant les prix, en passant sous le nez, en étant, voilà, et puis en revendant le prix, voire plus à chaque fois sur le net, moi je te dis là, je m'y oppose. Je trouve que là, c'est plus de la passion, ça fracasse même cet univers de la passion. On n'est plus dans ce cercle vertueux, on est vraiment très 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 loin de ces zones de confiance. Et puis là, non, là, je m'y oppose. Et du coup, généralement, comment je m'y oppose? Pas brutalement. Je m'éloigne de ces personnes-là. Quand ils font des annonces sur le net, bah, j'achète pas leur jeu, simplement. Oui, il faut jouer le jeu là. Après, voilà, il y a toujours des dérives dans quelques passions qui soient, il y a toujours des dérives, donc voilà. Faut jouer avec. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on a essayé d'élaborer les stratégies intéressantes si on veut débuter, pour pouvoir avoir un peu une trésorerie, pour pouvoir acheter du complet. Ouais. Parce que derrière, on a un peu de trésorerie, et on peut se permettre d'acheter des jeux au complet, et même sur Super Nintendo, sur Mega Drive, sur des supports un peu plus difficiles à l'accès. Si on veut du complet, et on finira sur ça, sur des consoles intermédiaires, 6e génération, on va dire, c'est faisable encore aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour avoir des belles pièces. PS2, Xbox, première génération. Ouais. GameCube, je pense que ça y est, là, c'est ça devenu commence à monter compliqué. GameCube. Hein. Ouais, c'est trop compliqué, mais c'est peut-être encore faisable. Dans ce cas-là, il faut chercher. Il faut chercher sur les sites de vente, il faut chercher partout pour pouvoir se faire plaisir. C'est encore un peu faisable. En complet, mais par contre là on est sur du support CD, c'est pour ça que c'est un peu plus faisable. Ouais. Je te propose de passer à notre deuxième partie, hein. Il y en a 4, on va peut-être avancer un petit peu. Ouais. La deuxième partie, c'est une autre nature de collectionneur qui se dit, moi je collectionne, je suis collectionneur, il a raison, il l'est, mais je me contente du loose. Le loose me convient parfaitement, ou le sans notice, ou l'état beaucoup moins bon. Ouais. Le loose, voilà, le loose c'est quelque chose qui me plaît puisque c'est l'objet original. J'ai le jeu original dans les mains, c'est un vrai. Ça me rappelle mon enfance peut-être. Et puis je veux y jouer, donc je le mets dans la console, j'y joue, je me fais plaisir. Mais surtout, la réalité c'est que c'est beaucoup moins cher. Ah oui, c'est très accessible le loose. Là, les différences de prix sont des fois folles, quoi. Hein. Le carton coûte cher. Le carton coûte très 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 cher. Et ça ouvre la porte à de très bons jeux. Des jeux rares même. Ouais. À des prix qui restent raisonnables. Et en particulier, toi, tu as un bel exemple sur ça. Ouais, bah voilà, alors, voilà, moi j'ai le Turtle in Time, du coup.
Mais la boîte, alors là, elle est sous Crystal Box, donc ça se voit un peu moins. La Crystal Box camoufle un peu les imperfections. Mais le Turtle Time, la boîte, c'est une repro. En fait, voilà, j'avais la cartouche en loose, que j'ai trouvé à bon prix par rapport au prix initial du jeu. Donc la cartouche, je l'ai touchée à 40 balles, donc je crois que c'est un bon prix pour Turtle in Time. Alors, ouais, c'est un FH sur la cartouche. Ouais. Alors, 40 balles, si tu le veux en complet, c'est 10 fois le prix. Ouais, ah putain, oui. Donc tu vois, c'est ouais, fois donc 10, bah, de toute façon, j'avais regardé les prix sur eBay en complet, tout ça. J'ai fait ça impossible. Enfin, moi, à un moment, je me suis dit, ce jeu, je ne l'aurai jamais. Voilà, je ne l'aurai jamais parce que le prix en complet, ou même en boîte seule, enfin en boîte et cartouche sans notice, est inabordable pour moi. Donc il y a un moment, je l'ai vu en loose. Déjà pour du loose, 40€, bon, c'est un jeu rare certes, mais c'est déjà une somme pour un jeu en loose. Je suis ok, je le prends parce que je suis fan de Tortue Ninja aussi, on en voit quelques-unes par là. Et ce jeu-là est mythique. Et un jour, je traîne sur un site dont je peux vous donner le nom, qui s'appelle Etsy. Donc E-T-S-Y, on mettra peut-être le lien dans la description. C'est un site, c'est pas un site de jeux vidéo à la base, c'est un site où c'est des gens qui ouvrent des boutiques et qui font des produits eux-mêmes. Donc vous pouvez trouver plein de trucs de papeterie, de peluches faites maison, tout ça. Et il y a des gens qui ont des boutiques de reproduction de boîtes de jeux vidéo, boîtes et notices des fois. D'ailleurs j'ai un autre exemple qu'on verra après qui est un peu plus décevant. Et je me suis dit, voilà, pour 15 balles, frais de port compris, je peux avoir une reproduction voilà, de la boîte Les Turtle in Time. Donc après, voilà, moi, en tant que collectionneur, en âme et conscience, je sais que la boîte, c'est un faux. Et quand quelqu'un va venir chez moi regarder mes collections et me faire « Ah, t'as Turtle in Time une boîte », je lui dirai « Mais attention, la boîte, c'est une repro ». Mais je serais content de dire que la cartouche, c'est la vraie, et que la boîte, c'est quand même une belle repro, et que voilà, je l'ai pour l'objet, parce que avoir voilà, cette illustration, voilà, je trouve ça c'est super, c'est super. Mais c'est pas le vrai, j'en ai conscience, et en termes de valeur, je sais qu'il y a que la cartouche qui représente une quelconque valeur. Mais après, c'est un excellent intermédiaire, parce que 400€, c'est encore 400€, c'est ouais. pas forcément mint, mais 400€, c'est un sacré budget. Évidemment, si les moyens sont là, c'est encore autre chose. Mais pour une nature, pour ta nature, ma nature, la nature de collection de beaucoup, je pense que c'est un bon intermédiaire de passer par cette fabrication. Moi, j'appelle ça fabrication maison. Oui, c'est ça. Alors évidemment, voilà, et on ne fait surtout, alors le site que tu as cité, mais d'autres, et puis nous, en tant que passionnés, on ne fait surtout pas passer du faux pour du vrai. Alors évidemment, il y a des gros arnaqueurs, on va pas venir sur ça aujourd'hui. Mais sur ces sites de passionnés, alors je sais pas, c'est 15 balles la boîte peut-être? Ouais, avec les frais de port, je l'ai eu à 15 balles, ouais. Voilà, donc ça reste honnête, parce que si on veut le fabriquer soi-même. Alors, si je reviens aussi sur le côté arnaque, si t'as l'œil un peu aguerri comme nous, collectionneurs, tu la regardes de près, la boîte, même sur une photo. Alors, la vidéo, vous verrez pas, parce qu'on filme avec des webcams, c'est pas assez grande qualité, mais tu vois au niveau de l'impression que c'est pas le vrai rendu. Tu le vois de loin, non, mais une photo de près, oui. Quand tu regardes les textes, derrière, ils bavent un peu, donc tu vois très bien que cette boîte est une boîte faite maison, et tu peux pas arnaquer un connaisseur. Par contre, un non-connaisseur, oui, il peut peut-être se faire avoir. Alors, justement, pour ceux qui débutent une collection, j'allais y venir, il faut pas hésiter à aller sur les forums, sur Facebook, et à discuter, à se faire un cercle d'amis de confiance pour pouvoir être conseillé. Parfois, on a des doutes. Même des fois, quand on est spécialiste, on a des petits doutes, on a besoin de l'avis de beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment Là, on n'est plus dans l'achat, on n'est plus dans les conseils d'achat, on est vraiment dans les conseils périphériques. Et je pense que c'est important. Alors, sur ce genre d'objet, de toute façon, le site, il est clair, net, tout est précis, tout est signalé. Oui. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Mais quand c'est des achats avec des particuliers, ça vaut le coup, le conseil. Et puis, quand ça reste à des sommes très peu élevées, on ne prend pas de risque, pourquoi pas. Après, c'est autre chose. Bon, en tout cas, pour revenir sur cette deuxième partie, le loose avec un habillage maison, ça se fait de plus en plus. Ouais. Je trouve ça joli. La cartouche reste originale, donc ça c'est vraiment intéressant. Le jeu, c'est important, le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Certains font aussi des repros de notices. Notices, alors j'en ai une là. Hop. Alors le deuxième jeu que j'ai pris avec lequel j'ai fait une reproduction, là j'étais un peu plus déçu du rendu, parce que quand j'ai acheté une NES, j'avais cette cartouche d'ailleurs qui abîmait dans la NES, et je me suis dit, vu que j'ai la cartouche, pourquoi pas faire une reproduction de boîte. Et là, j'étais un peu plus déçu. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, je pense pas que ça se voit, mais on voit que le rendu des couleurs est moins pétant que sur la vraie jaquette. À l'arrière, on voit même, là on verra pas, mais on voit même un peu les trames d'impression. Donc tu vois, on voit clairement que c'est une fausse boîte. Et la notice, il y avait une notice qui avait été reproduite.
la qualité du papier, on est très loin du papier un peu glacé des Nintendo. Par contre, et même le papier, il fait papier imprimante, quoi. C'est pas la même qualité. Par contre, c'est appréciable de pouvoir relire la notice d'époque. Ça, c'est des bonus. Après, c'est sûr que quand je fais une reproduction, moi j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 3, je pense. Quand je fais une reproduction, je veux pas que ça soit un truc à l'identique, parce que c'est pas le vrai. Donc à la limite, qu'il y ait des imperfections, ça me dérange pas. Mais là, je trouve que le rendu était un peu éloigné vraiment du truc original. Et je peux en montrer une autre que j'aime bien. Alors celle-là, je l'ai faite pour le plaisir, parce que j'avais juste trouvé la cartouche d'un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps quand j'étais gamin. Donc la cartouche, je l'avais trouvée à 2€. Et du coup, je voulais me faire la boîte, voilà. Et la boîte est de bonne qualité, mais on voit, alors là, on le voit peut-être à la vidéo, que le Game Boy, voilà, on voit que ça bave, là. Le bleu de la boîte a bavé sur le gris du Game Boy. Du coup, on voit directement que c'est une reproduction. Mais voilà, moi, j'adore ce visuel, j'adore la série. Je voulais avoir ce visuel, et plutôt que de dépenser je ne sais combien dans une vraie boîte, voilà, seul, bah, j'ai fait une petite repro, puis voilà. C'est ça, il faut que la personne soit consciente que souvent, on achète très cher une boîte carton. Ouais. Ça, c'est une réalité, ou une notice, ou l'ensemble boîte carton notice. Évidemment, certains vont se dire, ben oui, c'est ce que j'achète. Et ils ont raison. Ils achètent l'objet original, hein, c'est comme toute chose. Hein. On voit des antiquaires avec des vieux objets qui sont restés en très bon état. Bah, ça vaut cher, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire, on va dire. Mais d'autres n'ont pas du tout ces moyens, ils n'ont pas cette optique de réflexion. Et ton compromis est vraiment intéressant parce que du coup, sur une étagère, j'ai toujours eu du mal à ranger mes looses, moi. Parfois, j'essayais à l'époque de me faire des petites boîtes maison pour ranger les cartouches. Ça a toujours été compliqué. Alors que là, on a un package qui est vraiment pas cher et puis qui fait joli sur une étagère. On les range plus facilement. Après, je pense que le point sur lequel on doit insister, c'est le point que tu as mis en avant. Si c'est vraiment à l'identique, ça peut être un peu dangereux. Si vraiment la reproduction, on se dit, mais mince, j'arrive pas à différencier l'original de la reproduction, ça peut être inquiétant. Moi, j'ai jamais vu ça encore. J'ai jamais vu. Hein. C'est ce que je veux dire. Je pense que plus les années vont passer, plus on va peut-être converger vers ça. Il y a un fort côté dangereux. Bah, je sais maintenant, pas, parce que je pense que justement, aujourd'hui, moi, je réfléchis inversement. Alors, peut-être que ça va se vérifier dans le futur, mais on n'a plus l'usinage d'époque, en fait. Donc, ni ce carton d'époque, le carton un peu gris comme ça des boîtes Super Nintendo, c'est pas le carton que j'ai là. Donc je pense que le matériau d'époque n'existe plus. Donc aujourd'hui on a des choses qui s'approchent, mais qui n'ont vraiment pas la même. Au niveau de la texture, tu le sens en fait. Hein, au niveau de la texture. Et puis ces jeux, ils arrivent à 30 ans parfois. Ouais. Au bout de 30 ans, forcément, même le Mint, on voit qu'il a subi 30 ans quand même. On le voit. Donc tu as raison sur ces points-là. En tout cas, oui, faire un package maison. Et il y a quelque chose d'autre. Je souligne autre chose, c'est aussi, ça peut être un plaisir esthétique, donc j'essaierai de mettre des images dans la vidéo, parce que là, par exemple, moi j'ai Metroid sur NES, je l'ai en loose. Moi je fais pas de loose d'habitude, mais il y a 2-3 jeux comme ça, t'as pas le choix. Et là j'ai découvert sur Etsy quelqu'un qui fait une repro de boîte, mais la jaquette américaine, elle est vachement belle, la jaquette américaine, donc je veux peut-être me faire une repro de boîte de jaquette américaine, parce que déjà il me faudrait une boîte, et puis pour l'esthétisme, tu vois, ou comme une fois sur Vintage, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait un Secret of Mana. Donc apparemment il disait que la cartouche était vraie, hein, c'était pas un carte mode. Mais la boîte c'était une repro, mais c'était pas la boîte originale sortie en Europe. C'est un truc que quelqu'un qui doit être un peu graphiste a fait, avec une notice qui a été faite. Et bon, je l'ai pas acheté, puis ça a été vendu, mais j'étais tombé amoureux de l'objet. Pourtant c'est du non officiel à 100%, mais c'était très joli. Alors je valide parce que j'étais tombé sur une page Facebook, alors je me souviens plus laquelle, où des fans, créaient eux-mêmes leur cover. Ouais. Ça peut être des covers Mega Drive parce qu'on peut sur Mega Drive c'est plus simple. Ouais. Hein, je l'ai pas signalé, hein, puisque sur Mega Drive les boîtes, on peut choper des boîtes de jeux vraiment pas chères, des jeux qu'on trouve en cash à 2 balles. On peut du coup avoir une vraie boîte de jeux. On met la cartouche à l'intérieur et puis du coup on a juste à imprimer la jaquette. Ouais. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne sur ça. On a juste à imprimer la cover. On la glisse à l'intérieur de la boîte. Et puis certaines personnes font des covers personnalisés que je trouve magnifiques. Alors d'autres personnes font aussi des boîtes Super Nintendo personnalisées, des boîtes de packs consoles personnalisées aussi. Et franchement, certains sont très très jolis. Tu as raison de le mettre en avant. Oui, c'est de l'art visuel. Des fois, ça pose question, est-ce qu'on veut vraiment
mettre la somme, la cote, sauf si on trouve un truc moins cher, dans l'original, la boîte, hein, je parle de la boîte, hein, la cartouche c'est encore autre chose, mais dans le visuel original, à savoir que Secret of Mana, je crois qu'il avait pas de notice, il y avait le guide, mais t'avais pas de Ouais, notice. en fait, sauf en Belgique. Ils avaient une notice en Belgique. D'accord. C'est pour ça que des fois j'envoie avec notice en fait. Et ou alors est-ce que je fais un compromis, on est toujours dans le compromis, hein, et ouais, je trouve ce visuel vraiment chouette, c'est quelqu'un qui l'a fait avec passion, et comme je partage cette passion du jeu avec la personne, bah j'ai pas de remords entre guillemets à prendre dans ma collection quelque chose qui n'est pas officiel, hein, marqué par Nintendo, mais qui a quand même une valeur sentimentale pour nous joueurs que nous sommes, quoi. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette deuxième partie. On va enchaîner sur la troisième et avant-dernière partie, Ouais. qui est du complet. Donc on revient sur le complet. Par contre, on n'est plus dans l'original. Ouais. Donc c'est une autre façon de collectionner, hein, je précise, et de jouer avec ce qu'on appelle des cartes mode, Ouais. avec ce qu'on appelle des homebrew, avec ce qu'on appelle des bootlegs. Donc, c'est-à-dire, en grossièrement, une carte mode, c'est le concept, c'est qu'on a sacrifié un ancien jeu pour pouvoir réaliser un jeu, enfin mettre à l'intérieur un jeu qui coûte très 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 cher dans son original. Alors évidemment, il n'y a pas de carte mode de jeu à 10 balles, des jeux qui initialement sont autour de 10 balles. Non, les cartes mode, c'est plutôt pour des jeux qui coûtent très cher. Alors il y a des cartes mode qui sont réalisées avec du coup un package, hein, un package très proche de l'original. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que tu considères ça comme des objets de collection en soi? Moi, je dirais, alors là, je dirais que oui, parce que on peut pas tous se permettre d'acheter des jeux à 500 €, c'est pas possible. Non, je suis le premier à le dire. Moi, je ne peux pas. Donc, voilà, donc c'est une alternative. Si, encore une fois, évidemment, le carte mode est clairement passé pour un carte mode, quoi, qui est vendu 20 balles comme la plupart des cartes mode. Oui. Et ou de 40 balles aussi, si vraiment est super qualité, etc. Là, je peux pas m'opposer à ça. Je veux dire que l'esprit d'un carte mode, c'est de jouer sur le hardware d'origine, quand même. C'est ça. C'est une alternative pour avoir l'objet qui s'en rapproche le plus, en tout cas, et qui peut être joué sur la console d'origine, donc une carte mode de Super Nintendo. Bah, je sais pas, on a pris un FIFA 95 peut-être. On va refaire l'étiquette du jeu qu'on veut, donc je sais pas, je vais citer au pif Demon Crest. Et dans la ROM de FIFA, on a effacé la ROM et on a mis la ROM de Demon Crest. Et des fois, on peut peut-être avoir des bonus, par exemple, ça se fait pour Final Fantasy VI, qui n'est jamais sorti en Europe. C'est que les gens, ceux qui font les cartes mode, du coup, prennent la ROM qu'on peut trouver sur n'importe quel émulateur qui a été traduite, mais qui est de bonne facture, et la mettent sur ta cartouche Super NES, et tu peux jouer, du coup, à Final Fantasy VI en français. Alors là, je suis 100% pour. C'est-à-dire que il y a le carte mode, là tu signales deux choses distinctes, effectivement. Ouais. Il y a le carte mode qui est une reproduction, entre guillemets, de l'original, mais dans la même langue que l'original. Bien sûr, ouais. Et puis là, c'est vraiment une question de tarif, hein. Oui. Qui apprécie, qui veut bien prendre le carte mode ou pas. Et ensuite, il y a le carte mode qui est fait pour traduire éventuellement des jeux qui ne sont jamais sortis en France, hein, Final Fantasy VI, Chrono Trigger, le Seikei Densetsu 3 et d'autres. Oui. Et là, avec un beau package, une belle réalisation, une notice traduite, etc. Et là, je salue grandement le travail effectué. Et je suis même preneur de ce type de jeu. Alors là, je vais faire même peut-être, pendant qu'on y est, un peu de publicité entre guillemets. Il y a Edge SNES, hein, que beaucoup connaissent, qui a son site. Je vous invite à aller voir son site d'ailleurs, sur lequel on peut trouver justement des très beaux cartes mode de jeux traduits en français. On va pouvoir jouer aux jeux d'époque en français, ce qui est génial, sur notre console d'origine, quoi. Avec une notice française. Tu m'en as parlé quand on préparait cette vidéo, donc je suis allé jeter un œil parce que je suis un peu, comme je disais, je m'intéresse à la Super NES, mais avec cette idée de compromis du coup, et c'est pour ça qu'on en a parlé et qu'on fait cette vidéo. Et je suis allé sur le site de Edge NES, j'ai regardé les cartes mode, donc qui ont l'air très bien foutues, de bonne qualité, et moi qui suis aussi fan de Survival Horror, hein, j'ai une collection dédiée au Survival Horror. Et bah ils font le Clock Tower 1 sorti sur Super Nintendo, qui n'est pas sorti en France, il me semble en tout cas, avec une belle reproduction de boîte sur le format européen, et la cartouche avec la ROM traduite en français, et un livret aussi qui a été créé. Alors je sais pas s'ils sont inspirés du livret étranger ou s'ils ont refait le livret, parce que des fois les passionnés refont le livret, hein, ils ont un peu de talent en PAO, en graphisme, mais du coup c'est des super beaux objets accessibles et qui ont leur place, moi je pense, dans une collection. Ah bon, tout à fait. Là, franchement, je pense que la question ne se pose pas. C'est-à-dire que on parle pas japonais. Bah non. Sauf quelques exceptions, mais on parle pas japonais. Donc on a envie d'y jouer en français au jeu.
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on y joue en émulation, parce que oui, là, effectivement, en émulation, on peut bénéficier en français, mais là, on n'est plus du tout dans l'esprit collection. Ouais. Et c'est plus le débat de cette vidéo. Nous, on parle d'objets, hein, en soi physique du terme. Et là, la seule alternative, c'est d'acheter ce genre d'objets qui ont été réalisés par des fans, des passionnés. Et je ne sais pas si tu as regardé un peu les prix sur le site de Edge, c'est tout à fait honnête. C'est accessible, ouais. C'est largement accessible. Donc, je vous invite même à regarder les autres objets qui vendent, qui sont des originaux, etc. Les prix sont largement honnêtes. Là, sur ce site, c'est un site pour les passionnés, en fait. C'est clairement. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. moi, je serais amené, là, ces prochains temps, ne soyez pas surpris de rentrer de jeux qui n'existaient pas en français. Je me suis permis de me faire plaisir sur quelques jeux qui me plaisent. Ah, bah, ça va venir aussi sûrement, tu vois, donc, parce que ça devient... déjà, pour les jeux qui sont pas sortis en France, c'est inévitable. Et pour d'autres jeux, tout à l'heure, j'ai cité Demon Crest. Un jour, parce que j'ai une petite collection à thème aussi, Ghosts and Goblins, Demon's Crest, comme Turtle in Time, mais même la cartouche, je pense que je l'aurais pas en original, parce que même la cartouche seule de Demon's Crest, je crois qu'elle est très haute. Hein. Alors, ouais, en fait, en plus, là, on peut pas changer de zone, c'est-à-dire que Demon Crest, tu veux l'avoir en Jap ou en PAL, tu vas douiller. Donc là, effectivement, sur ce genre d'objet... Le card mode sera peut-être inévitable pour pas avoir Voilà, c'est soit la personne se dit... En fait, de toute façon, il y a 3 alternatives. Soit se dit, je vais économiser, me faire plaisir à me le prendre, en original. Là, on est dans la première partie de notre vidéo. Et tant mieux. Soit la personne va se dire... je vais m'acheter quand même la cartouche, mais c'est un certain prix. Donc je me fais quand même sacrément plaisir, et puis je me fais une fabrication maison. Soit la personne se dit, je le prends vraiment pas cher, et j'ai un carte mode. Un carte mode que je juge de qualité, et ça c'est un avis personnel. Et après, s'il juge qu'il est de qualité, tant mieux pour lui. Et après, c'est tout à chacun de se dire, c'est vraiment ça qui est important dans sa collection. On va pas juger quelqu'un qui a des cartes mode dans sa collection, en fait. C'est si le mec, il est content, le mec, c'est peut-être moi, hein, il est content d'avoir ce jeu en carte mode parce que il a l'objet et tout, ça a été fabriqué par un fan. Certes, ce n'est pas un officiel, mais c'est le jeu. Et après, voilà, il y a certains, je sais, qui penseront, c'est pas l'officiel, donc on écarte, et d'autres qui diront, ouais, c'est le jeu, puis ça a été repris par les fans, donc il y a quand même une aura autour de cet objet. Certes, c'est pas le vrai, on va pas le faire passer pour un vrai, mais c'est quand même le jeu. Ouais, tout à fait. Je souligne cette remarque. Après, pour les cartes mode et les repros, on en a discuté. On va parler un peu d'Homebrew. En gros, des jeux qui... Alors là, ça vaut le coup, parce que c'est des jeux qui sont... Enfin, c'est des nouveaux jeux, entre guillemets, mais qui sont sur les supports anciens. Alors ça, c'est quand on est fan du support, parce qu'on peut pas forcément être fan du jeu, parce que le jeu, il est nouveau. Ouais. Voilà. Mais quand t'es fan du support NES, Mega Drive, c'est surtout ces supports-là, et Super Nintendo qui bénéficient d'Homebrew, c'est cool, parce que ça te donne une manière de relancer tes consoles avec des nouveaux jeux, et qui plus est, qui tirent pleinement potentiel des consoles, parce que quand on regarde des jeux comme, là moi en tête, j'ai Xenocrisis et Paprium, qu'on a beaucoup parlé, c'est quand même des petits exploits techniques, quoi. Ouais, après il y en a plein d'autres qui sont moins connus, beaucoup moins connus, mais qui... je pense que ça vaut largement le coup d'œil par rapport au prix. Il y a un package, il y a c'est tout un ensemble qu'on nous vend qui est très intéressant. Donc ça, faut pas l'écarter non plus. Après, il y en a de plus ou moins de qualité. Encore une fois, on est dans que ce soit les cartes mode, les Homebrew, etc. Il y en a de qualité médiocre. Oui, il faut chercher. Qualité, donc faut chercher. Mais en tout cas, je pense que c'était important de mettre en avant cette troisième partie, qui est encore une fois une belle alternative à la collection. Et pour débuter une collection, pourquoi pas? Excuse-moi, j'ai coupé. J'irai un peu plus loin. C'est aussi quelque chose que j'aime bien dans le fait de collectionner des jeux vidéo, c'est qu'on essaye tous, chacun à notre échelle, de conserver une sorte d'héritage de jeux vidéo au moyen physique. Ça va un peu plus loin que l'émulation. L'émulation est super parce qu'elle permet de lister et conserver tous les jeux qui existent. Mais nous, voilà, on a cette culture de l'objet et le cart mode et les reproductions, même si c'est pas du 100% officiel, permet encore plus de conserver cet héritage du jeu vidéo et d'avoir un objet qui, comme je l'ai dit, certes n'est pas le vrai, mais s'en approche le plus. Et je trouve ça chouette, quoi. Voilà. Tant que ça ne crée pas, on répète, tant que ça ne crée pas d'interférence avec les objets originaux. Parce que il faut éviter les dérives. Voilà. Il y en a des dérives. Mais de toute façon, c'est comme toute chose. Il y aura toujours des pirates, toujours des personnes un peu frauduleuses, malheureusement.
ce qu'on appelle des méchants dans les jeux vidéo. Mais ça fait partie du système. Ça c'est une réalité dans tous les domaines. Ouais. Là, je répète que nous, là, cette vidéo, elle est réalisée dans cette sphère de passionnés, dans ces conditions de passionnés. Et je suis persuadé que des personnes qui ont des très grosses collections avec des jeux 100% originaux partagent mon point de vue sur ça. Se disent, effectivement, des personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas débuté la collection en 2000, en 1990, etc. C'est une belle alternative pour eux d'avoir l'objet physique sur le hardware d'origine à prix ultra intéressant. Je répète, c'est pas un objet original, donc c'est normal que ça n'a pas de valeur. Oui. C'est pas une pièce qui a 30 ans, c'est pas une pièce qui a du vécu, etc. Donc c'est logique, ça c'est parfaitement logique. Donc je peux comprendre la personne qui met 300 € sur l'original et 30 € sur le carte mode. Ça c'est logique, ça fait partie, c'est une réalité. Et peut-être que dans 10-20 ans, le card mode va monter parce que eux seront devenus rares. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être une forme de dérive. Ouais, j'y crois pas trop parce que du coup on pourra toujours réaliser des nouveaux card modes. Mais non, le card mode ça fait partie. C'est réalisé à la base simplement pour faire plaisir aux collectionneurs joueurs qui n'ont pas trop de moyens et qui veulent jouer à des gros jeux. Ouais, c'est ça l'esprit. Alors si tu le veux bien, on peut passer à la dernière partie de cette vidéo. Ouais. Qu'on peut intituler nouvelle collection, nouvelle façon de collectionner. Nouvelle façon de collectionner, je pense, ouais. Nouvelle façon de collectionner. Alors je te laisse peut-être introduire un peu cette quatrième partie. Ouais, bah alors aujourd'hui, grâce au dématérialisé, alors je commence par ça, mais après on parlera des compilations aussi. Ouais. Mais grâce au dématérialisé, on voit pas mal de jeux rétro revenir sur le devant de la scène. Donc on a vraiment le catalogue Neo Geo qui s'étale sur tous les stores. T'as Sega qui sort toujours soit des compiles, soit les Sega Ages à droite à gauche. Et là, moi j'ai un exemple concret qui m'intéresse, et je crois toi aussi, parce qu'on en a parlé. C'est l'année dernière, Konami avait sorti, alors ils avaient sorti la Contra Collection, la Castlevania Collection et Konami Arcade Classic. Et là, la Castlevania Collection va bénéficier d'un tirage physique sur le site, alors on va pas leur faire de la pub, mais c'est quand même un site de référence, Limited Run. Et du coup, ça pose question, parce que moi, c'est vrai que cette compilation, je l'ai acheté à 5 € sur le store Nintendo, mais aujourd'hui, est-ce que je veux l'avoir en physique, voilà, pour quand même, comme je disais, avoir un format physique qui va durer dans le temps, avec ce côté héritage et tout, et un beau packaging, parce que Limited Run l'a bien compris. Les joueurs actuels fans de rétro ou ceux qui découvrent le rétro, ils ont cette culture de l'objet, ils aiment bien les belles boîtes. Et là, Limited Run, par exemple, sur Castlevania, nous offre 3 formats de boîtes. Donc, on a le Super Collector à 180 €, je crois, avec plein de trucs dedans. $180, $175. Voilà. Avec plein de contenu dedans, une belle boîte, vraiment. Les boîtes, je crois qu'elles sont vraiment bien faites et tout. On a une boîte en dessous à $60 avec juste, du coup, ton jeu, l'OST et une belle boîte quand même. Et tu peux choisir, il y a un variant, tu peux choisir alors pas un variant Covid, une variante de boîte. Tu peux choisir une modèle boîte NES ou une modèle boîte Genesis. Comme ils ont fait une Genesis, on a fait sur Street of Rage. Ouais. Et enfin, si tu veux juste ton jeu en physique, avec une boîte Switch ou PS4, tu peux avoir pour $30 du coup. Et du coup, est-ce que c'est la question qu'on se posait, est-ce que c'est une nouvelle manière de collectionner? Parce que là, t'as quand même beaucoup de jeux de la saga Castlevania, t'as les 3 NES, le Super Castlevania, Bloodlines et les 3 jeux Game Boy et Kid Dracula, il me semble. Tu peux avoir cette compilation, ces jeux de légende quand même, dans une seule cartouche ou Blu-ray PS4, avec un super packaging. Est-ce que c'est pas une nouvelle manière de collectionner du rétro, ce genre d'alternative? Exactement. Pareil, tu citais au début de cette partie, les jeux Neo Geo ressortent sur PS4, alors c'est l'adaptation souvent des jeux déjà sortis sur PS2, mais sortent sous une forme de package collectionneur avec une boîte Neo Geo, plus ou moins de qualité, chacun jugera. Ce qui permet d'avoir, on va dire, un début de rêve ou une sorte, parce que les jeux Neo Geo originaux sont très souvent inaccessibles. Et puis du coup, on se dit, on a quand même le jeu. Certes, c'est pas la version Neo Geo, mais on n'est pas loin. On a un beau package avec des collecteurs, souvent il y a des cartes, souvent il y a des posters, il y a des CD, des OST, il y a plein de choses qui vont avec, donc un bel objet de collection, pour un prix autour de $70, frais d'envoi inclus. Alors, il y a plusieurs sociétés qui ont très vite compris le système, on peut en citer quelques-unes, il y a Limited Run, il y a Pixel Art, il y a Pixel Love, qui est une société... Strictly Limited, je crois. Strictly Limited, je crois. C'est ça. Qui réalisent des productions plus ou moins de qualité selon chacun. Mais je connais beaucoup de passionnés qui collectionnent exclusivement ce type d'objet.
Oui, c'est des Donc, ils nouvelles sont pas dans le collections. rétro gaming. Ouais. C'est une nouvelle collection. C'est pour ça que je Mhm. précise que c'est une nouvelle façon de collectionner. Alors certains sont dans les deux penchants, ils collectionnent le rétro, etc. Mais aussi s'ajoutent ces nouveaux objets. Hein, c'est peut-être, on va dire, les personnes les plus fréquentes qu'on rencontre le plus, qui mélangent un peu tout. Et puis tu as aussi les nouveaux qui collectionnent exclusivement ça. Et certains même veulent peut-être le full set associé, puisqu'ils se disent bah, j'ai un très bel objet de collection avec plein de goodies, plein d'accessoires. Alors le Castlevania, le gros pack là, Ouais, 175$, il est quand même bien garni. il est énorme. Évidemment, là à l'heure actuelle, on peut pas juger, c'est des précommandes, hein, mais on peut pas juger vraiment l'état final Mm. de chacun des objets. Mais bon, en tout cas, le package est bien fourni. On va dire 175$, bon, ça sera à peu près 150€, on va dire 160€, c'est un prix, mais c'est pas du tout un prix équivalent aux objets initiaux. Hein. Si on rassemble tous ces objets sans les Oui, goodies, bien sans sûr, rien. bien sûr. Donc Et puis ils ont le bon goût de faire 3 versions c'est ça. selon tes Ils se doutent économies. qu'on n'a pas tous le budget. Ouais, Alors, certains critiquent beaucoup ces sociétés, puisqu'ils se disent ils font du business, ils font de la thune sur la passion des gens. Oui, c'est vrai. Je peux pas dire non. C'est leur but. Mm. Leur but, c'est de se faire l'argent, sinon ils bien arrêtent. sûr. Et voilà, c'est leur but. Oui, c'est une réalité. Maintenant, est-ce que ça déplaît vraiment aux gens? Est-ce que les gens voient ça vraiment comme quelque chose de négatif? Moi, je dirais que une minorité, oui, ils pourront donner leurs arguments. Hein. Ils sont peut-être défendables. Mais la majorité sont quand même très satisfaits que ces Ouais. personnes rendent hommage, Mm. parce que c'est quand même un hommage qui est réalisé au rétro gaming. Hein. Il y a eu aussi avec le Star Wars Racer, il y a eu différents supports. Hein. On parle de Neo Geo là, mais c'est vraiment dans plein de supports qui sortent ces jeux. Souvent, c'est des jeux qui n'existaient pas en matérialisé, ou parfois c'est des jeux qui existaient mais qui sortent sous une forme de package collectionneur. Hein. Mm. Hein, les jeux Neo Geo, par exemple, c'est le cas. Donc, en soi, les prix parfois sont élevés, c'est vrai. Parfois, je reçois le jeu, je suis même déçu de la qualité. Parfois, au contraire, je suis super satisfait. Je vois le package, je me dis, mais je ne regrette pas mon achat. Ouais. Et puis, les joueurs seront satisfaits. Si il y avait peut-être un effort réalisé sur, par exemple, un truc tout bête, j'ai la PS2, j'ai le Metaslug collection. Bah, si j'achète la version PS4 et si à l'intérieur j'ai le jeu PS2 sans amélioration parce qu'il est en 50 Hz, Oui, bah, ça fait un peu, c'est saoulant quoi. ouais. Ça, pour le joueur, c'est saoulant. Pour le collectionneur, il va se dire ouais, ok, ça me saoule, mais par contre, par rapport à la version PS2, j'ai un sacré package. J'ai un package en Mm. plus, j'ai une boîte, j'ai des. Alors, je sais plus ce qu'il y avait comme accessoire dedans, hein, je l'ai ouvert sur ma chaîne, mais voilà, j'ai des cartes, j'ai plein de choses en plus. Donc oui, je dirais que oui, c'est une réalité. Comme tu l'as dit, c'est une nouvelle façon de collectionner. Hein. Ouais, Et puis c'est je une pense. façon qui va. Vas-y, Vas-y, termine. pardon. Je reprends Et après. c'est une façon qui s'émancipe. Hein. Mm. Parce que du coup, voilà. Et alors, pour les citer quand même, Pix Love, en plus, je crois que c'est une société française, hein, Pix Oui, Love, hein, tu oui, confirmes. c'est une société d'édition de livres à la base, enfin de livres À la base, basés c'était sur une du livre. édition de livres, c'est ça. Mm. Donc, vous allez dire que je prends parti, j'ai pas d'action chez eux, hein, mais j'ai effectué un achat, hein, plusieurs achats, mais il y en a un que j'ai reçu, hein, c'est le Mark of the Wolves. Franchement, la qualité, elle était top. Mm. J'ai été séduit. Donc, à partir du moment où tu es séduit, pour un prix aussi important que les autres sociétés, tu aurais tendance à te dire, bah, j'ai été séduit une fois, bah, pourquoi pas acheter d'autres jeux de Ouais. cette qualité-là. Et je vais rebondir sur ce que tu es en train de dire sur Pix Love, aussi dans le cadre d'alternatives de collection, mais là on sort un peu du cadre du rétro, mais c'est pour rebondir. Quand Resident Evil 2 Remake est sorti, Capcom nous sort des collectors à 200-250€ Ouais. qui sont pas franchement folichonnes, les figurines sont pas très belles et tout, bon voilà. Moi je suis un grand fan de Resident Evil, je collectionne Resident Evil. Et bah Pix Love pour le 2 avait sorti ce qu'ils appellent leur Game Series, donc c'est Ouais. dans des grosses boîtes comme ça, avec t'as un artbook, t'as des petits compléments et t'as le jeu, bien évidemment. Et bah pour moi c'était une belle alternative et je suis très content d'avoir cette version aujourd'hui qui malheureusement bah, flambe un peu sur le net parce que c'est des tirages. Elle était à limités. 70€, je crois. C'est ça. Voilà, c'est le prix du Ouais. jeu. C'est le prix du jeu en neuf, sauf que t'as vraiment un bel habillage, Ouais. t'as un livret en plus qui revient sur le développement du jeu. Et aujourd'hui, j'ai mon petit collector à moi, enfin à ceux qui ont acheté Pixel Love en tout cas, Resident Evil 2, qui en plus, j'ai l'impression, est exclusif en France, donc tu te dis dans le reste du monde, ils connaissent pas trop cette édition, Bah donc ouais. c'est cool. Et c'est des bonnes alternatives. Non, c'est une super alternative. Quand le travail est bien fait en plus comme ça, on est satisfait, tant mieux, il y a une vraie ventilation qui se crée.
Après, je répète, il faut être sur le qui-vive. Ce sont des ventes, alors qu'on va pas qualifier de ventes flash, mais pas loin. C'est-à-dire que Oui. des fois, il y a des Ouais. précommandes. Alors, Pix Love, il fonctionne beaucoup en précommande, mais à Ah ouais. quantité limitée. Et tu À sais, moi, quantité limitée. quand je l'ai acheté, le Resident Evil 2, tu sais comment ça s'est passé quand je l'ai précommandé? J'étais à Disney avec ma femme, quoi. Et à Bah Disney, il ouais. était 16h et je fais putain, il y a les précommandes qui ouvrent, on va dans aucun manège et tout, on est sur le téléphone comme ça. Et ça, je trouve Bah ça ouais. chiant. Non, ça c'est chiant. Même Nintendo, hein, ils font le coup avec leur collector. C'est ce sentiment de vouloir créer le besoin par la rareté, de devoir précommander toujours. Ça, je trouve ça discutable. Alors, c'est chiant, mais après, là, si je me mets de l'autre point de vue, leur côté business, Bien sûr. ça met la pression aux gens, ils achètent en fait. Bien sûr, bah oui, C'est oui, ça. c'est là. Alors, moi, avec le recul, alors je l'ai un peu cette pression d'acheter. Hein. Je te mens pas, il y a des objets que je veux, je vais être sur le Mm. qui-vive, etc. Bon, le Castlevania, par exemple, c'est pas le cas parce que c'est une précommande qui va être sur 3 semaines. Ils prennent les commandes, ils les Ça, prennent. c'est bien. Ils ont Ça, c'est fixé, bien. Ouais. fixé un temps, ils les prennent, ils les prennent, ils les prennent. Et ça, je trouve Quand ça le temps bien. est fini, ils s'arrêtent. Ça, c'est bien. Bon, après, là, Pix Love, ok, édition limitée, c'est leur choix. Après, c'est à nous d'être un peu sur le qui-vive, d'acheter vite, etc. Certains diront que ça fait partie du charme aussi, hein, Mm. d'être toujours dans la recherche, d'être sur leur page, de savoir quand est-ce qu'ils vont sortir un jeu, etc. Moi, je peux donner mon point de vue, mais on va rentrer dans une phase subjective, on va donner notre point de vue sur ça. Moi, je suis pour. Je suis pour parce qu'ils font pas passer un faux pour un vrai. Ils sont là pour faire rendre hommage au rétro gaming. Ils créent des beaux collecteurs, des beaux packages. Je suis très collectionneur, ça vous le savez. Donc moi je suis pour et je fais partie de ceux qui vont acheter. Alors je vais pas tout acheter. Soit j'achète parce qu'il est sur le site, soit j'achète pas. Je vais pas acheter un jeu que j'ai loupé à 30%, 40% plus cher par la C'est suite sur abusé, ça. internet. Ça non, ça c'est hors de question. Et toi ton point de vue? Ah bah je suis pour aussi, alors comme tu disais, aux gens à qui ça ne plaît pas, on n'est pas obligé d'acheter, c'est pas des produits... Bien sûr, si le Castlevania, tu peux le trouver en physique à côté, le fait qu'une compilation qui sorte en physique ne va pas influer sur le prix du rétro qui est déjà assez élevé, donc il n'y a pas d'obligation en soi. Et moi je suis pour, parce que par exemple Castlevania c'est une série que j'adore aussi, mais je pense, là je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure dans les compromis, je pense que les 3 opus sur Game Boy, je ne les aurai jamais, vu le prix que ça coûte, ou alors peut-être en loose. Et donc du coup, d'avoir l'opportunité, parce que je l'ai déjà en démat, mais le démat c'est pas pareil, ça donne la possibilité d'y jouer, mais c'est pas pareil. Et là d'avoir, alors moi je pense acheter la version, alors peut-être pas 150 euros, mais 60 euros, avec une belle boîte, je pense prendre la version NES, tu vois. Et je sais que je vais le prendre sur Switch, parce que je crois au format cartouche, et je sais que voilà, ces Castlevania là, ils seront bien émulés, c'est de l'émulation quand même, dans leur habillage que Konami a fait. Et que j'aurai au moins ces versions physiquement d'une manière. Alors pas la manière originale, mais d'une manière. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les sites comme ça, Limited Run, Strictly Limited, tout ça, là, on est quand même dans du produit officiel parce que eux, ils dealent avec les ayants droit, hein, pour tout ce qui est charte graphique et tout, pour commercialiser ces jeux, parce que c'est des jeux qui sont quand même sous des droits. Hein, quand c'est le Star Wars Racer, et ils dealent avec LucasArts, donc Disney. Quand c'est Castlevania, bah, il deal avec Konami, qui fait plus grand chose avec ses licences à part les ressortir. Donc, il y a quelque chose d'officiel dans ces produits que j'aime beaucoup, en fait. Ouais, alors, t'as raison. C'est peut-être. Alors, je sais pas si c'est le 100% officiel, non, mais il y a quelque chose d'officiel, effectivement. Et puis, l'objet est beau en soi. Donc, moi, je suis pour aussi. Maintenant, j'aimerais le point de vue de la communauté. Ils ont forcément leur point de vue dessus, parfois très divergent. Dans le respect, j'aimerais bien en discuter. Parce que franchement, j'appelle ça un business, mais c'est un business que je trouve intéressant pour tout le monde. Pour la société, parce qu'elle a envie, elle parle de rétro gaming. Pour nous, parce que nous, on est content, on est satisfait, on peut jouer et avoir un bel objet. Alors, on a élaboré les 4 stratégies, les 4 façons de collectionner aujourd'hui. Ouais. Évidemment, certains vont se dire, attendez, on vous arrête tous les deux. Moi, je me vois dans les 4 façons. J'achète du jeu en boîte, de l'original, j'achète du jeu en loose, j'achète des cartes mode, et puis j'achète aussi cette nouvelle façon de collectionner. Et oui, moi j'en fais presque partie de ces 4 façons de collectionner. Et ça, je dirais que c'est normal. Toi aussi d'ailleurs, tu as cité pas mal d'exemples. Ouais. D'autres vont se dire, non, moi je suis vraiment dans la première façon, 100% originale, je suis contre. J'aimerais les arguments aussi, parce qu'il y a des arguments qui sont pertinents, qu'on n'a peut-être pas forcément à l'esprit. Je pense que le plus gros des arguments, c'est attention à la contrefaçon, faire passer un faux pour un vrai, se faire de la maille, arnaquer les gens. Ça, c'est le mot d'ordre, ça c'est clair. Maintenant, il ne faut pas oublier
que l'objet physique en soi vieillit dans le temps. Il vieillit. Là, la Super Nintendo, je prends cet exemple-là, parce qu'il est quand même assez lointain, la NES, ça a plus de 30 ans. Est-ce que tu crois que l'objet physique en soi, il va pouvoir résister dans le temps sur 50, 100 ans, 1000 ans? C'est clair que non, c'est pas possible. L'objet, et c'est dur, ça va être dur de le conserver. Ouais. Alors, il y a des alternatives qui existent pour le protéger un petit peu. Alors, pour les collectionneurs, comment je peux les qualifier? Tout nouveau, vraiment novice, voilà, je cherche le terme. Pour les ultra novices, il faut faire attention. L'objet en soi, quand vous achetez un jeu cher, il ne faut pas l'exposer par exemple au rayon du soleil. Si vous l'exposez trop, quand je dis trop, c'est par exemple vous le laissez sur une étagère, à cette étagère tous les jours, là le soleil a une fenêtre à proximité, et alors je ne sais pas si tu as un exemple à portée de main, mais j'aurais peut-être dû en prendre un. Il y a ce qu'on appelle le sun fade. Souvent les gens on les met sur la tranche. On met souvent les jeux sur la tranche. Et le fait de mettre les jeux sur la tranche, le soleil tape sur cette tranche, et puis du coup ça désagrège les couleurs, ça dénature un peu. Pardon, j'entendais pas que tu parlais. On parlait d'achat en lot, j'ai acheté un lot de jeux il y a pas longtemps, mais tous les jeux m'intéressaient, donc j'ai gardé. Et j'ai pas vu sur les photos, voilà, j'ai acheté le Batman Returns sur Master System, qui est excellent au passage, et j'ai pas vu la tranche, mais là, le bleu, il a pris cher, en fait. Là, tout ça, alors ça sera peut-être pas top à la vidéo, mais voilà, tout le bleu est décoloré, parce que ça devait être sur une étagère comme ça, et puis que ça a pris le soleil, et du coup, les couleurs ont perdu de leur éclat, quoi. Ouais, alors c'est le soleil, c'est vraiment les UV en soi, hein. Ouais. Des fois, on se dit, mince, je l'ai pas exposé au soleil, mon jeu. Et pourtant, il y a les UV qui étaient quand même présents, qui ont un peu dénaturé la tranche souvent. C'est souvent la tranche qui en subit, mais pas que. Alors, tu vas me dire, pour des jeux à 10-20 balles, on passe. Oui. Et quand on arrive dans la gamme de jeux Neo Geo, par exemple, ça change radicalement. C'est un peu la hantise des collectionneurs. Est-ce qu'il est Sunfade? Je veux voir, je veux comparer les tranches, etc. Et le prix change, mais de manière radicale. Alors, il existe actuellement certaines boîtes acryliques très solides, hein, elles sont chères par contre, qui sont anti-UV. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne bien, il faudra faire des essais, etc. Mais pour des personnes qui ont... Ouais, il faudrait que je fasse une recherche sur ça, mais je pense que pour des jeux à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, il y a des fous furieux de la collection qui ont des magnifiques collections. Je pense que c'est un accessoire qui est, je ne vais pas dire indispensable, mais pas loin. Ouais. Déjà, ça embellit. C'est des belles boîtes acryliques qui rendent super joli le jeu. Et puis, comme j'ai dit, ils sont anti-UV, etc. Il y a une protection aussi derrière. Parce que c'est le cas, les jeux sont fragiles. Hein. Quand on met le prix dans des jeux, il faut les protéger. Alors, à notre échelle, si on ne veut pas investir dans ces grosses boîtes acryliques qui sont chères, pour le moment, en tout cas, ils sont chers, il y a des petites crystal box. Hein, tu l'as montré avec ton Turtle tout à l'heure, qui rendent beaucoup plus joli le jeu. Hein. J'aime bien, moi, cet aspect sur les étagères. Alors, ça coûte pas cher, c'est 1 euro, voire moins d'1 euro. Quand vous achetez en lot, c'est beaucoup moins d'1 euro. Sur Castlevania, il est pas mint, hein, et du coup, ça donne un... il y a pas mal de reflets, du coup, qui trompent l'œil, hein, mais ça redonne un éclat... Des fois, on a des boîtes un peu boursouflées. Quand on les remet dans cette boîte, ils reprennent un petit peu forme aussi. Oui. Alors, il y a plusieurs types de Crystal Box. Il y en a qui sont de plus ou moins de qualité. Moi, j'ai fini par trouver celle qui était quand même plutôt pas mal de qualité. Bon, là, j'en ai plus, donc il faudra que je refasse une commande. Mais je trouve que c'est un bel habillage. Ouais. Maintenant, c'est quasiment indispensable dans une collection. Je trouve que c'est... Alors, il y en a tout format. Hein. Évidemment, pour les boîtes carton, c'est beaucoup plus propice. Hein, mais il en existe aussi pour les formats boîtes rigides. Moi, je suis pour cet habillage, cette protection. Si par malheur on renverse du jus, je sais pas, on a le jeu dans les mains, on a un verre d'eau, on sait jamais, ou à proximité, tant mieux, il est protégé un petit peu. Voilà. Moi, je pense que c'est un aspect à mettre en avant. Un autre aspect qu'on n'a pas évoqué, hein. Là, on n'est plus dans ces 4 parties, on est peut-être pour donner quelques conseils. Le novice qui veut débuter, il y a des très bons jeux de collection sur des supports 6e génération, hein, je l'ai dit tout à l'heure, PS2 en particulier, qui sont vraiment encore très accessibles. Et c'est la question qui va devoir se poser, que je te pose. Quelqu'un qui veut une collection, qu'est-ce qu'il est mieux à réaliser? Est-ce qu'il est mieux à se dire, je vais m'acheter tout de suite les jeux qui sont très chers que je veux?
parce que si j'attends, ça va être encore plus cher. Donc je vais peut-être mettre 200 € tout de suite dans ce jeu-là. Bon, une fois qu'il a la trésorerie, hein, je veux dire, il a déjà acheté quelques lots, etc. Il a un petit package, un petit paquet de sous. Est-ce qu'il est mieux de se dire, je vais acheter ce jeu-là, il vaut 250 €, parce que peut-être dans 2 ans, il va valoir 300-400 €. Mais par contre, du coup, il va viser vraiment la qualité des jeux. Il aura une petite collection, mais qui lui plaît énormément. Ou alors, est-ce qu'il va se dire, non, je vais plutôt privilégier les jeux au gameplay de qualité, hein, qui sont peut-être des fois pas chers, accessibles, 20 balles, 30 balles, 40 balles, pas cher dans l'univers du rétro, je répète. Et puis, me faire plaisir par rapport à ça. Et du coup, je vais pouvoir m'acheter vraiment plein de jeux et pouvoir y jouer et me faire plaisir. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une question hyper vague. Moi, par rapport à mon vécu, comment je me suis lancé là-dedans, je dirais qu'il y a aussi... Alors, est-ce que ce joueur est nostalgique ou pas? Ça, c'est une autre question, mais moi, quand j'ai commencé ma collection, j'ai pas commencé à me dire je vais acheter les plus chers. Bon, à l'époque-là, en plus, les jeux étaient un petit peu moins chers, mais j'ai commencé à me dire je vais rejouer aux jeux de l'époque que j'ai aimé, que j'ai connu. Et après, par extension, j'ai découvert d'autres jeux et j'ai découvert ceux qui étaient un peu plus chers. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut commencer, c'est vraiment... Il n'y a pas de vraie réponse, je pense que c'est un positionnement. Oui, s'il veut baliser, sécuriser son truc et prendre des jeux qui valent déjà cher et il veut pas que ça monte, il faut les prendre tout de suite, c'est sûr. Après, c'est vraiment très compliqué comme question, parce que après, en effet, il n'aura que 1, 2, 3 jeux au début. Des jeux de qualité, parce qu'il y a des jeux cotés qui sont nuls, hein, donc ça c'est plus compliqué d'acheter des mauvais jeux rares, ça c'est un peu plus compliqué moralement parlant. Mais moi je pense que si on est collectionneur joueur, il y a l'affect qui rentre en question, et je pense que les premiers jeux vers lesquels se tourner, mais après ça c'est tout à chacun qui pourra répondre à cette question, c'est les jeux qui nous plaisent à nous. Et j'ai envie de te dire, quel que soit le prix, si c'est possible de l'acheter en fait. Donc moi ce serait ça ma réponse. Moi je pense que mon point de vue c'est différent parce que j'ai pas le même vécu, mais je m'imagine en tout cas que je me ferais plaisir à acheter plein de jeux de qualité en termes de gameplay pour pas trop cher. Je ferai ma sélection, donc je ferai ma sélection, je me les achète, et ponctuellement à Noël, anniversaire, peu importe, je me ferai plaisir pour acheter une belle pièce, beaucoup plus chère certes, où je demanderai à la famille de participer, etc. Voilà. Donc, ou au contraire, peut-être tous les 3-4 mois, j'alternerai une belle pièce. Quand je dis belle pièce, faut me comprendre, une pièce chère d'un jeu qui me plaît, une belle pièce, avec des jeux de qualité, effectivement, en termes de gameplay, même beaucoup moins cher. Alors moi je suis actuellement, et bon ça fait là déjà 4 ou 5 ans, le temps passe, que je collectionne, que j'ai repris ma collection, parce que j'ai fait une pause à un moment, bien évidemment, avec la fin des études, tout ça. Mais et depuis que je suis installé et que je suis avec ma femme qui me soutient, parce qu'elle aime bien aussi les jeux vidéo, mais qui me cadre surtout, parce que c'est elle qui gère le budget, et ça, c'est important d'être cadré. On va dire que mon anniversaire, hein, pour raconter un peu ma vie, c'est en novembre, après t'as Noël. Et donc toute l'année, avant novembre, je fais plutôt des achats légers, voire moyens. Donc des petits jeux ou des jeux quand même qui atteignent les 40-50 €. Et quand viennent les fins d'année où je peux profiter de la période estivale, l'anniversaire et Noël, pour acheter des plus grosses pièces en fait. C'est un peu comme ça que je m'organise moi. Mais t'as raison. Je pense que c'est une super stratégie. Alors ce que tu as dit, je dis j'essaie parce que c'est pas évident, mais j'essaie de m'y tenir. Je pense que le mot d'ordre, c'est la raison. Ouais. Et la passion vient en second plan. Parce que ça peut aller vite. On est des passionnés, on veut profiter de ça, mais il faut être raisonnable. Je dis c'est le mot d'ordre parce que comme on est des êtres humains, on craque à des moments, mais il faut se mettre ce cloisonnement. Par soi-même, c'est souvent difficile, mais on a souvent un entourage. Il faut discuter avec eux. Pardon. Il faut discuter avec eux. Alors toi, c'est ton épouse, et tant mieux. Hein. Mais je pense que on prendra davantage de plaisir à rechercher et à trouver un jeu que si on se faisait plaisir tout le temps, on perd un peu le plaisir. Oui, Après, c'est mon point de vue. Hein. Comment dire, la quête de la recherche, ou alors moi ce que j'aime bien, alors j'essaye, c'est pas toujours facile, mais dans mon budget, j'essaie de le couper en deux, parce que j'ai une part de budget où je sais que je veux ce jeu, donc je sais que je vais mettre l'argent dans le jeu là, quand le mois arrive.
Et j'essaie de garder un budget, on va dire, ce que j'appelle le budget d'attente, c'est que j'ai 1 ou 2 caches autour de chez moi que j'aime bien. Et pour attendre de voir s'il rentre des trucs, tu vois, d'avoir cette petite trésorerie, parce que ça rentre tous les jours, hein, les produits, les jeux dans les caches. Et voilà, d'avoir cette petite trésorerie qui attend à côté, au cas où il y a des grosses rentrées dans les caches, quoi. C'est ça. Alors, c'est le dernier conseil que je donnerais, hein, justement, que je me suis noté, c'est si vous avez le temps. Si vous êtes passionné, ça serait intéressant de consacrer, je sais pas, un certain laps de temps dans une journée pour faire cette recherche sur les sites de vente, faire le petit tour dans les caches du coin. Parfois, les caches aussi des sites internet ou des pages Facebook où ils mettent leur rentrée. Ouais. De guetter tout ça, d'être à l'affût, et d'avoir effectivement, comme tu l'as signalé, ce petit, voilà, un petit quelque chose pour pouvoir se faire plaisir au cas où. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui moins qu'avant, mais de regarder sur les sites de vente. Hein, et quand je tombe dessus, par chance, j'achète. Si ça me plaît, hein, si c'est pas cher. Parce que des fois, on a des articles qui sont vraiment pas chers, mais ça va pas rester longtemps, il faut être sur le qui-vive. Oui. Et si t'es novice, il faut que ça soit vraiment fréquent. C'est-à-dire, t'as pas beaucoup de collections, t'as pas beaucoup d'échanges pour le moment. Donc, il faut que tu achètes une pièce pour le moins cher possible, malheureusement. Et du coup, il faut guetter partout les offres, en magasin ou sur le net, pour être le premier. Ah, je suis désolé, mais ça va être le cas. Si tu es le premier, achète si tu sais que ça vaut le coup. Alors, comment savoir que ça vaut le coup? Il faut d'abord, avant de se lancer dans la collection, se renseigner sur le monde de la collection. On n'achète pas tout et n'importe quoi sans se renseigner au préalable. Il y a des arnaques, il y a de tout. Donc, faut se renseigner sur une espèce de cote, une espèce d'analyse pour les objets physiques, est-ce qu'ils sont réels ou pas. Donc, il y a toute une recherche à faire avant de se lancer, avant de franchir le cap. Et une fois que tu as franchi le cap, il faut être sur le qui-vive. C'est un travail en soi, hein. La collection. Ah oui. C'est un travail en soi. Il faut y consacrer du temps, hein, un peu. Je dis pas tous les jours. Enfin, moi, je sais que je passe quand même minimum 1 heure par jour, même quand j'ai plus de budget. Hein. Je passe quand même 1 heure par jour pour regarder ce qui se vend, ce qui se passe, pour être au courant des prix des choses que je cherche. Ce qui est bien si t'es un nouveau collectionneur, c'est que t'as quand même un boulevard de jeux qui s'étend devant toi. C'est que quand nous on arrive à un moment où on cherche certaines pièces. Voilà, moi j'ai réduit mon scope de recherche, et j'imagine que toi, avec ta collection, tu recherches pas non plus énormément de jeux, mais quand t'es nouveau, t'as quand même un boulevard de jeux, t'as tous les prix, donc ça c'est moins frustrant, c'est quand même très agréable. C'est clair. As-tu un dernier conseil à donner, ou tu penses qu'on a fait à peu près le tour à notre modeste échelle des choses? Ah, je pense qu'on a tout dit là, ouais. Je pense qu'on a tout dit, tout ce qu'on pouvait juger intéressant. Donc n'hésitez pas, vous, par contre, en commentaire, d'ajouter quelques conseils. Je répète, on est là pour se conseiller mutuellement. On n'est pas là pour essayer de s'arnaquer, il n'y a pas d'intérêt en fait. Non, puis c'est une discussion. Collection rime avec passion pour moi. Partage. Ouais, c'est une discussion sur ce sujet. Je suis pas sûr qu'on ait abordé toutes les questions, je pense qu'il y en a tellement. J'ai envie de dire, il y a autant de collections qu'il y a de collectionneurs, qu'il y a de manières de collectionner. Donc, et ça, si vous pouvez nous le partager dans les commentaires, ça sera avec plaisir, parce que c'est clair. C'est pour ça qu'on fait YouTube à la base. Ah oui, c'est ça. On a essayé de mettre en avant, on va dire, les 4 grosses parties qu'on juge les plus fréquentes, mais évidemment, il y a tellement d'autres façons. Donc n'hésitez pas. En tout cas, j'ai pris plaisir à tourner cette vidéo en ta compagnie. Ouais, c'est plaisir partagé, c'était super. Ouais. Alors, c'est vrai que on n'a pas parlé de nos chaînes, ceux de ma communauté en tout cas te connaissent parce que tu as participé plusieurs fois à mes questions pour un rétro gamer et que tu as gagné à chaque fois. Je pense que de mon côté, ils te connaissent un petit peu. Et puis, tu as participé récemment aussi au live présentation de jeux d'abonnés. Avec Bigcam, c'était super ça. C'est un bon moment. Donc, en gros, tu peux quand même rappeler un peu rapidement pour conclure ce que tu fais sur ta chaîne. Hein, ouais, c'est toujours un plaisir de parler de ma chaîne. Mais là, c'est ce qui était cool, je tiens à le dire, c'était de sortir du cadre de ma chaîne, d'éviter de parler de jeux, tirés de films, etc. Et qu'on parle vraiment de la collection au sens large. C'était assez agréable et c'était pour moi original parce que j'avais jamais encore pris de parole comme ça sur ce sujet. Donc c'était cool, merci à toi. Et ma chaîne, ça s'appelle The Adaptator, donc pour me trouver sur YouTube, il faut taper en attaché The Adaptator. Et mon format principal, c'est que je parle de jeux vidéo qui sont adaptés de films, et en fait j'essaie de voir un peu les connexions qui sont entre les deux, si c'est des bons jeux, des bonnes adaptations. Et après, au sens plus large, je parle aussi de rétro gaming, quand il y a des jeux qui me plaisent et que j'ai envie de décortiquer, voilà.
Ok, ça marche. Bah écoute, moi en tout cas, comme je l'ai dit, ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère qu'aussi ça fait plaisir à toutes les personnes Ouais. qui visionnent cette vidéo. Je répète, j'insiste sur ça. Là, c'est une vraie question qu'on pose. Comment débuter une collection en 2021, ou même comment collectionner tout court en 2021, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et puis, tous les points de vue sont intéressants. Tous les conseils sont bons à prendre. Ouais. Donc, n'hésitez pas à commenter. En tout cas, je vous embrasse tous. Je t'embrasse aussi, les adaptateurs. Et puis, je vous dis Moi aussi. à très vite. Salut. Ciao.